l'ensemble de la nation congolaise. Je ne sais pas si l'UDPS a cette prétention-là. C'est juste une matière à traiter au cours du dialogue. On peut en parler. Et il n'y a que dans le dialogue qu'on peut en parler. Et nous leur dirons ce que je vous dis là. Il y a également ce calendrier électoral consensuel. Il y a le calendrier électoral consensuel. Nous pensons que c'est encore une fois l'opposition qui a agité les roseaux pour que la Commission électorale nationale indépendante nous donne un calendrier global avec des gens dans la communauté internationale qui ne passaient jamais par Kinshasa sans demander un calendrier global. Voici que le calendrier global arrive et voici qu'ils n'en veulent plus. Donc ce sont des problèmes sur lesquels nous devons discuter, qu'ils nous disent pourquoi une chose et son contraire. Toujours lors de cette émission, Lambert Mende apporte plus d'éclaircissements sur le contenu de ces assises. Le ministre de la Communication et Médias a également réagi sur la prochaine présidentielle, précisément sur un éventuel glissement ou non. Le président Kabila n'est pas le président Boni Yayi. Le président Boni Yayi est tout à fait libre de parler des élections de 2016 en 2015. Le président Kabila est tout à fait libre de ne pas parler des élections de 2016 en 2015, puisque personne ne l'y oblige. En termes de loi, il n'y a aucun texte qui oblige à faire une déclaration de non-candidature en République démocratique du Congo. Il ne faut pas inventer des lois qui n'existent pas. Il n'y a aucune obligation. Nous sommes maintenant en train de préparer des élections locales, des élections provinciales. Le moment viendra pour nous de savoir qui est candidat à l'élection présidentielle, et lorsqu'on saura qui est candidat à l'élection présidentielle, on verra bien qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Mais je ne vois aucune disposition, ni dans la Constitution, ni dans les lois de ce pays, qui obligerait une personne à dire dès maintenant qu'elle ne sera pas candidate. Il n'y a pas d'obligation de déclaration de non-candidature. Il faudra changer la loi. Il n'y a pas de loi, évidemment, mais c'est un silence très contesté. Oui, contester, mais c'est son droit. On ne va pas contester les droits des gens. C'est son droit de garder le silence. À moins que vous ne me disiez autre chose. Qu'il n'a pas le droit de garder le silence parce qu'il est président. Même si c'est pour une décrispation, pour un apaisement. Je dis bien, c'est son droit. Peut-être qu'il y en a qui voudraient le voir mourir pour être apaisé, pour être décrispé. Est-ce qu'il faut pour autant qu'il se suicide? Au chapitre sécurité, les affrontements entre les FARDC soutenus par la MONUSCO contre les forces de résistance patriotique de l'Ituri, le point phare évoqué lors du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne. Une conférence de presse hebdomadaire ponctuée par la présence du numéro 1 de la MONUSCO, Martin Kobler, a évoqué la situation à la localité d'Aveba dans l'Ituri, théâtre des affrontements entre les FARDC soutenus par la force de la MONUSCO et les FRPI. Selon les patrons de la MONUSCO, 2 leçons sont à retenir après les succès des forces loyalistes. La première, c'est maintenant vraiment de dire aux FRPI déposer les armes. Déposer les armes, c'est le processus de DDR qui vaut, la paix vaut plus que la guerre ici. Deuxième leçon, c'est vraiment l'unité fait la force. Ici, vous avez les preuves. Si on est vraiment unis avec les FRDC, si on peut soutenir les opérations des FRDC, ça vaut la peine et ça produit des résultats. Autre actualité, c'est la réunion stratégique conjointe de sécurité dans 29 localités dans l'Est de la RDC sur la situation sécuritaire, la restauration de l'autorité de l'État et la situation humanitaire. Je crois que c'est un très très bon signe de coopération avec le gouvernement, une évaluation conjointe et puis plus tard tirer des conclusions. Qu'est-ce qu'on fait avec la réduction de la force? Comme vous savez, nous réduisons la force maintenant de 2000 et comme vous avez vu, alors ça vraiment vaut la peine maintenant alors de combattre et d'utiliser le temps que nous avons pour améliorer la situation sécuritaire. Une conférence de presse qui a vu Martin Kobler annoncer sa participation ce vendredi à la conférence débat qu'organise le groupe Atelier diplomatique à l'université de Kinshasa. Je l'annonçais à l'ouverture, l'université ne devrait pas être qu'un lieu de dispensation des connaissances, mais aussi un cadre de formation permettant le développement direct de tous les milieux sociaux. C'est là l'une des fermes convictions des orateurs qui se sont succédés du haut de la tribune de la conférence de presse organisée au Sacré-Cœur dans la Gombe, lors de la conférence organisée au Sacré-Cœur par les ambassadeurs du savoir.
L'Ovanium 1947, première université congolaise à voir le jour. Avec un système éducatif performant, l'élite s'est distinguée à travers le monde. De 1954 à ce jour, l'enseignement supérieur universitaire en RDC a subi plusieurs métamorphoses, des avancées certes, mais aussi l'installation d'un système dépravant les mœurs. Le nombre des échecs augmente beaucoup dans les niveaux supérieurs. À la base, il y a toujours eu une sélection, elle était même beaucoup plus forte jadis. Ceux qui arrivaient à la fin des primaires, c'était déjà une hyper-sélection. Alors il est évident que la force du système, si on peut appeler ça une force, mais en tout cas un avantage, était que ceux qui avaient été sélectionnés pour entrer à l'enseignement supérieur, il y avait une majorité qui réussissait finalement. Alors donc aujourd'hui, les transformations sont donc d'abord démographiques. Nous sommes arrivés vraiment à une marchandisation du savoir à un degré extrêmement élevé. Tout se paye, tout se négocie et tout peut être arrangé avec l'argent. À un moment donné, la solution qui a été mise en place a été celle d'autofinancer l'université, puisque l'État s'était avéré quelque peu défaillant. Alors, cet autofinancement de l'université est arrivé complètement à un excès. Cette rencontre s'est donc voulu un cadre d'échange initiative des étudiants de plusieurs universités qui se veulent être porteurs de nouveaux messages. Bon, il est vrai que d'emblée, le terme ambassadeur est riche en contenu. Mais au fait, il veut tout simplement traduire le fait que l'étudiant d'aujourd'hui doit être considéré ou doit se considérer comme porteur d'un message, le message de l'excellence, le message qui permettra au monde, à la société, de comprendre la pertinence ou la nécessité de la contribution de l'étudiant à la requalification du système éducatif congolais, particulièrement au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Le progrès n'est pas à rechercher dans un retour au passé, mais plutôt dans des projections dans le futur. Et c'est dans cette optique que s'inscrivent les objectifs des ambassadeurs du savoir qui entendent encore initier de telles rencontres. Suivons à présent les réactions de quelques étudiants qui, à leur tour, ont fustigé un nouveau système qui s'est installé dans les universités dépravant les mœurs. Ils l'ont dit au micro de Steve Mbouyi. Il y a le problème de la qualité de l'enseignement qui est un problème qui me tient à cœur parce que nous, les étudiants, nous avons besoin de la qualité. La formation, nous le tenons, nous la recevons de nos universités. S'il n'y a pas une bonne qualité, on ne peut pas être considéré. Voilà même pourquoi quand l'image de l'étudiant congolais est bafouée. Plus des antivaleurs, plus une baisse de la formation. Il y a les dépravations telles que la vente des syllabus, le marchandage surtout là du savoir, hein. C'était quelque chose qu'on n'a pas vraiment voulu. Je pense que l'enseignement aujourd'hui au Congo, particulièrement à Kinshasa, souffre simplement de la moralité. Il n'y a pas de moralité dans l'enseignement. En commençant au niveau supérieur, par les professeurs, il n'y a pas de moralité. Toujours au chapitre éducation pour une meilleure amélioration de la qualité de l'enseignement de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Un plan stratégique de cette faculté a été présenté hier au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. La faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa dispose désormais d'un plan stratégique devant permettre aux enseignants d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé. Lancé depuis le 14 juillet 2014, ce projet d'évaluation et d'accréditation du curriculum de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa a été présenté officiellement ce mercredi au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour Théophile Mbemba, ce projet est une boussole pour cette faculté et sa mise en œuvre est d'une importance capitale. L'élaboration de ce plan stratégique devant amener la faculté à trouver les réponses appropriées au déséquilibre entre les profils et les compétences de pharmaciens formés jusque-là et le besoin du système de santé. Mais finalement, mettre en œuvre le plan stratégique qui est réalisé sera d'autant plus important encore. Soutenu financièrement par l'USAID à travers l'ONG MSH, ce projet s'inscrit dans la réforme progressive
du système éducatif dans le secteur de la santé. Travailler avec eux pour la production de ce plan stratégique. Et c'est avec cela que les académiciens eux-mêmes vont pouvoir commencer à faire le travail de mettre en place le nouveau curriculum. Et c'est par voie d'une des premiers plans stratégiques dans des différents départements dans cette université qui vont pouvoir avoir une stratégie pour l'amélioration du curriculum et de l'enseignement. Ce plan stratégique va également contribuer à assainir le secteur pharmaceutique en République démocratique du Congo. L'apprentissage de la manipulation des produits pharmaceutiques demeure le seul moyen pour faciliter sa compréhension. C'est ce qui justifie ces assises ouvertes hier. Objectif, valider le document de la stratégie nationale de mise en œuvre du système général harmonisé d'étiquetage et des classifications des produits chimiques. Ce monde réuni dans cette salle ce mercredi l'est pour un seul objectif. La validation du document des stratégies nationales de mise en œuvre du système harmonisé d'étiquetage et de classification des produits chimiques. C'est un document de base, comme je disais, une stratégie qui permettrait qu'une fois qu'elle est mise en œuvre, demain, surtout au niveau même du consommateur des produits chimiques, il aura un produit dont à travers son étiquetage, il aura le maximum d'informations possibles sur les dangers de ces produits-là. Un travail dédié au labeur initié par le groupe d'études d'impact environnemental du ministère de l'Environnement et Développement durable, avec l'appui de l'UNITAR, qui permettra de faciliter la compréhension des usagers des produits chimiques. Ce système consiste juste en 9 symboles, 9 signes que nous appelons pictogrammes, dont le plus connu est quand quelqu'un voit quelque part, il voit un crâne sur 2 tibias entrecroisés, il se dit tout de suite danger de mort. Avec ces symboles, même une personne qui n'a pas étudié, il suffit que nous fassions un travail sur le terrain d'information et de formation et de sensibilisation afin que chaque fois que quelqu'un est en face d'un produit, qu'il le regarde sur l'étiquette. Toujours, on doit reprendre un des symboles. Ces différentes stratégies sont réparties dans 4 secteurs: le transport, l'agriculture, l'industrie et le secteur pharmaceutique. Des partenaires de la République sont prêts à asphalter la route nationale numéro 1 tronçon Monedi-Tumbujimaï. Cette nouvelle a été portée à la connaissance du ministre en charge des infrastructures et travaux publics par le gouverneur du Kassai oriental. Alphonse Louis Kassangé profite de l'occasion pour poser certains problèmes de son entité. Il s'agissait d'abord des partenaires qui ont consenti d'investir dans la construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Bujimaï-Katanga. Alors on a négocié avec les partenaires de la FEC qui ont consenti d'investir dans cette route pour nous construire une route asphaltée de Monedi au Katanga. Et les démarches ont suffisamment avancé. Il y a déjà des études menées par l'Office de route et l'Agence des grands travaux. Maintenant, il fallait un accord des travaux qui doit être signé par le ministre, disposé de recevoir des partenaires demain. Donc on aura une réunion entre les partenaires, son Excellence Monsieur le ministre du TPR et nous, province. Et il y a aussi la modernisation de la voirie urbaine. C'est un programme lancé depuis 5 ans, mais jusque-là, pour la ville de Mbujimaï, il était prévu 18 km de route asphaltée, mais on a asphalté qu'un point 2. Et il y a aussi un projet qui concerne le FONER. Donc on nous a rétrocédé un certain nombre de kilomètres de route par la CTB à entretenir, les routes réhabilitées, mais à entretenir. On a besoin vraiment d'un secours du FONER pour pouvoir entretenir ces routes, les maintenir. Quand je suis venu rencontrer son Excellence Monsieur le ministre, j'ai eu la chance de rencontrer aussi le DG. Son Excellence Monsieur le ministre a occasionné cette réunion que j'apprécie beaucoup, sa juste valeur, parce que ça nous a permis de décanter un certain nombre de problèmes. Demain alors, bonne journée, merci. Toujours au chapitre infrastructure, cette fois-ci au Katanga, dans le but de moderniser et désenclaver la ville de Lubumbashi, les travaux de réhabilitation et construction de la voirie urbaine se poursuivent sans inquiétude. Plus de 350 km de routes ont été réhabilitées et construites. La connectivité des communes de la ville de Lubumbashi prend corps petit à petit.
Le gouvernement provincial a depuis quelques années ouvert des chantiers routiers à travers la ville. Des travaux qui ont débouché sur l'asphaltage de plusieurs avenues jadis dégradées ou non construites. Rien que pour la ville de Lubumbashi, 350 km de routes ont été soit construites, soit réhabilitées par l'exécutif provincial en vue de rendre fluide la circulation et surtout désenclaver la ville de Lubumbashi. L'un de son plus vieux quartiers, le quartier des cadres et agents de la GECAMINE dénommé Makomeno, a aussi bénéficié des travaux de réhabilitation de toutes ses artères. Sur les 5 km de route que comprend ce site, 4,5 km ont déjà été réhabilités par l'Office de voirie et drainage. Les travaux se poursuivent normalement, comme il s'agit de 5 km 300. Nous sommes déjà au niveau de 4 km et demi. Donc il nous reste encore 800 mètres. Donc il nous reste, je crois, 3 avenues qui font un total de 800 mètres. Donc les travaux se poursuivent normalement. Et quant au temps, je crois que nous avons déjà fait 2 mois et demi depuis que nous avons commencé réellement les travaux. Un geste qui va sans doute soulager les usagers de ces artères. Bon, sinon, normalement, je suis très ému de voir que les routes dégradées sont en train d'être réhabilitées par les efforts du gouvernement provincial. Nous pouvons maintenant calmement emprunter ces routes pour aller à l'église. Que Dieu se souvienne de celui qui a posé ce geste. En tout cas, on apprécie, Nous avons salué l'initiative de réhabilitation de nos routes. Il n'y a plus de poussière ni de boue. Mais cependant, il faudrait quand même que l'on tienne compte des caniveaux, car l'eau jusqu'ici reste le plus grand ennemi des routes. Pour la province, ces travaux s'inscrivent dans le vaste programme de réhabilitation et modernisation du gouvernement provincial du Katanga. Ce que nous avons fait en ce qui concerne la voirie, c'était de veiller à ce que les routes au niveau, ou plutôt les voiries urbaines au niveau des communes puissent avoir une interconnexion entre communes et des communes vers le centre-ville. Et nous avons essayé de gérer cela avec un peu plus de bonheur à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Nous sommes en train de renforcer, de sécuriser cette voirie à travers la construction des caniveaux. Et je crois que aujourd'hui les travaux avancent correctement. La philosophie du gouvernement provincial, c'est que quand nous nous lançons dans la gestion des travaux de ce genre, il faut aller jusqu'au bout. Plusieurs autres chantiers sont en pleine exécution dans cette ville, notamment la route du Golfe, où la chaussée est en train d'être agrandie au regard de son trafic important. Ici, les travaux sont exécutés par EGMF, une filiale du groupe Forest, sous la supervision de l'OVD. Hormis la construction et la réhabilitation des artères principales et secondaires, l'on compte beaucoup d'autres réalisations dans ce secteur, notamment la construction du pont Penga Penga, long de 21 mètres et 9 mètres de largeur, 2 voies plus un trottoir de 1 mètre. L'ouvrage relie 2 quartiers de la ville. Ces œuvres constituent un motif de fierté pour la ville de Lubumbashi. En sport, les léopards de la RDC et les Béréas de Madagascar séjournent à Kinshasa depuis hier soir avant le match de la première journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. La rencontre se jouera ce dimanche au stade Père-Raphaël de la Kétu. La RDC 56e nation mondiale et le Madagascar est 113e nation mondiale. Toujours en sport, le 3e tour cycliste international de l'RDC n'est plus un mythe. Il aura bel et bien lieu du 12 au 22 juin prochain. Il a été lancé officiellement hier au Pullman Grand Hôtel Kinshasa par le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Des centaines de cyclistes sont venus de plusieurs horizons pour rivaliser d'ardeur de Kindu à Kinshasa. Une fois de plus, les cyclistes vont sillonner les routes de la RDC pendant près de 2 semaines. Et c'est donc bel et bien là le 3e tour cycliste international de la RDC qui vient d'être lancé dans la salle Congo du Pullman Grand Hôtel Kinshasa par le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Sama Lukonde Kengi. Le tour cycliste du Congo s'inscrit dans la pérennisation. Car comme vous le savez, depuis maintenant 3 ans, s'organise en République démocratique du Congo un tour cycliste.
Pour cette troisième année, ce tour cycliste se fait comme de tradition. Après plusieurs stages effectués, les cyclistes de la RDC ont hâte de se lancer à la course. La République démocratique du Congo a beaucoup à offrir. D'abord, du point de vue touristique, pour d'autres raisons aussi. C'est parce que, étant l'un des pays qui est au cœur de l'Afrique et moteur du sport en Afrique, nous ne pouvions pas être absents dans le cyclisme. Si, comme on l'a dit, effectivement, nous sommes à notre troisième édition et que le Tour cycliste du Congo est encore jeune, l'ambition est que ce Tour cycliste devienne le plus grand tour cycliste de l'Afrique. Côté organisation, tout est fin prêt. Le gouvernement congolais a mis le paquet pour motiver les athlètes. La Fédération congolaise de cyclisme ne dira pas le contraire. L'heure est à présent aux embarcations vers Kindu, chef-lieu de Maniema, où se verra lancer le début de ses activités. Que le meilleur gagne. Fin ce journal. Merci de rester branché au programme de BUN Télévision.